Vous écoutez On lit pour vous. Canicule et personnes âgées. Ce n'est pas l'âge qui tue, ce sont les failles du système. Un texte de Stéphanie Hadzifilalitis, paru le 13 juillet 2026 dans La Conversation. Il y a 5 ans, la vague de chaleur qui a frappé la Colombie-Britannique est devenue l'une des catastrophes météorologiques les plus meurtrières de l'histoire du Canada. Fin juin et début juillet 2021, en l'espace de 8 jours, 619 personnes sont décédées des suites de la canicule. La plupart étaient des personnes âgées. Beaucoup vivaient seules. Presque toutes sont mortes chez elles. Ce qui s'est passé n'était pas seulement un phénomène météorologique, c'était un échec des politiques en matière de logement, de santé, de préparation aux situations d'urgence et de politique sociale. Aujourd'hui, la question qui dérange n'est pas de savoir si nous avons tiré les leçons de cette tragédie, c'est de savoir si nous en avons tiré suffisamment. En juillet 2026, une grande partie de l'Europe est à nouveau sous alerte canicule. L'Italie a émis ses alertes de niveau maximal dans plusieurs villes. La France et le Royaume-Uni ont enregistré des températures supérieures à 44 degrés Celsius, des écoles ont fermé, les réseaux de transport ont été perturbés et les gouvernements s'efforcent de protéger les habitants vulnérables. Des milliers de décès ont déjà été associés à cette vague de chaleur, touchant principalement les personnes âgées. Les récentes vagues de chaleur qui ont touché le Canada rappellent que les risques sanitaires liés au réchauffement climatique s'aggravent aussi chez nous. Fin juin et début juillet 2026, des périodes prolongées de chaleur extrême ont donné lieu à des alertes de chaleur généralisées en Ontario, au Québec et dans certaines régions du Canada atlantique, avec des indices humidex dépassant les 40 degrés Celsius par endroit. Un enjeu majeur de santé publique. Ces scènes nous sont familières, car le problème sous-jacent est le même. Les vagues de chaleur extrême ne sont plus des événements rares. Elles sont en train de devenir un enjeu majeur de santé publique du 21e siècle. Pourtant, notre réponse reste largement réactive. La vague de chaleur a mis en évidence ce que les chercheurs savent depuis longtemps. La chaleur n'affecte pas tout le monde de la même manière. L'âge, le handicap, les revenus, la qualité du logement, l'isolement social, les responsabilités familiales et l'accès à des moyens de rafraîchissement sont autant de facteurs déterminants. Les personnes les plus exposées sont celles qui disposent du moins de ressources pour se protéger. Les personnes âgées sont souvent considérées comme un groupe vulnérable en cas de canicule, mais la vulnérabilité ne dépend pas uniquement de l'âge. Elle dépend des choix politiques. Les personnes deviennent vulnérables lorsqu'elles vivent dans des logements mal ventilés, n'ont pas les moyens de s'équiper d'une climatisation, ont une mobilité réduite, sont socialement isolées ou dépendent de systèmes de santé et d'aide sociale fragmentés qui peinent à identifier les personnes à risque avant qu'une crise ne survienne. Vieillir dans un climat en mutation. La population canadienne est désormais hyper vieillissante. Plus de 20% des Canadiens ont plus de 65 ans. Parallèlement, le changement climatique augmente à la fois la fréquence et l'intensité des épisodes de chaleur extrême. Santé Canada prévoit que la mortalité liée à la chaleur continuera d'augmenter au cours des prochaines décennies. En Colombie-Britannique, des modélisations suggèrent que, sans mesures d'adaptation significatives, la chaleur extrême pourrait causer la mort de plus de 1300 personnes par an d'ici 2030. Au sein du National Collaborative on Climate Change and Aging, collectif national sur les changements climatiques et le vieillissement, dont je suis la directrice scientifique, nous savons ce qui pourrait aider. Les villes peuvent étendre la canopée urbaine et les espaces publics ombragés. Les codes de construction peuvent privilégier le refroidissement passif et la conception résistante à la chaleur,
et nous pouvons garantir et faire respecter la législation afin que les logements disposent d'espaces dédiés au contrôle de la température. Les logements sociaux, les établissements de soins de longue durée, les résidences pour personnes âgées et les logements communautaires peuvent être adaptés et soumis à des obligations visant à prévenir les températures intérieures dangereuses. Les systèmes de santé peuvent mettre en place des mécanismes pour identifier et soutenir les personnes les plus exposées. Les plans d'action chaleur-santé peuvent associer la santé publique, les services sociaux, la gestion des urgences et les organisations communautaires avant que les températures ne grimpent. Nous pouvons également nous appuyer sur les experts de terrain qui font face à ces problèmes depuis des années. Le problème n'est pas un manque de preuves, c'est un manque d'empressement. L'hypothèse la plus dangereuse. Au lendemain du dôme de chaleur de 2021, de nombreux gouvernements ont promis de prendre des mesures. Des améliorations importantes ont été apportées, mais l'adaptation reste fragmentée et inégale. Trop souvent, la préparation à la chaleur repose encore sur la responsabilité individuelle, alors que les risques sont largement déterminés par des conditions sociales et environnementales plus vastes. Au cours des 20 prochaines années au Canada, la population âgée de 65 ans et plus devrait augmenter de 68 %. Soutenir les personnes âgées face au changement climatique deviendra une priorité politique croissante pour les collectivités. Étant donné que la plupart des personnes âgées préfèrent vieillir chez elles, c'est-à-dire rester aussi longtemps que possible dans leur logement et leur communauté, les stratégies d'adaptation au changement climatique devraient aller au-delà des interventions d'urgence. Elles devraient inclure des logements adaptés aux personnes âgées, des infrastructures de quartier, des services accessibles et des soutiens communautaires afin que chacun puisse rester en sécurité chez soi dans un climat en mutation. Il y a 5 ans, 619 personnes ont perdu la vie en Colombie-Britannique et cette immense tragédie a servi d'avertissement au pays. L'Europe nous en donne aujourd'hui un autre. La leçon à retenir n'est pas que la chaleur extrême est à venir, elle est déjà là. L'hypothèse la plus dangereuse que nous puissions formuler est que nous disposons encore de temps. C'était Canicule et personnes âgées. Ce n'est pas l'âge qui tue, ce sont les failles du système. Un texte de Stéphanie Hadzifilalitis paru le 13 juillet 2026 dans La Conversation. La loi du plus cheap, ça nous coûte cher. Un éditorial de Stéphanie Grandmont paru le 18 juillet 2026 dans la presse. Comme consommateurs, nous savons qu'il vaut mieux payer un peu plus cher pour un produit de qualité que d'acheter de la pacotille fabriquée à l'autre bout du monde dans des conditions douteuses qui se brisera à la première occasion. Mais au gouvernement, c'est la loi du plus cheap qui dicte les choix. La règle du plus bas soumissionnaire fait en sorte que les précieux contrats publics sont attribués aux fournisseurs qui proposent le plus bas prix conforme à l'appel d'offres. Malheureusement, cette formule nous coûte cher et en voici une nouvelle preuve. En février 2026, Groupe Santé IPA a remporté un appel d'offres pour fournir des soins à domicile aux aînés de la région de la Naudière, délogeant des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, EESAD, implantées dans la communauté depuis 30 ans. IPA avait le meilleur prix, mais à quel coût? Du jour au lendemain, plus de 400 personnes en perte d'autonomie se sont fait imposer un nouveau soignant. Certains de ces travailleurs, des femmes en majorité, ont été approchés pour travailler chez IPA à un salaire inférieur.
Mais le plus désespérant, c'est qu'IPA vient d'être banni par l'Autorité des marchés publics. Le chien de garde des appels d'offres au Québec a découvert qu'elle est la continuité d'une agence qui a déjà fait de la collusion. Encore des bouleversements pour les aînés. Certains auront vu défiler 3 soignantes en moins d'1 an. Le manque de continuité des soins a des conséquences. Un déplacement des coûts vers les urgences et les hospitalisations, un fardeau qui retombe sur les proches aidants, déplorait le directeur général du réseau des EESAD dans une lettre ouverte cette semaine. En focalisant sur le prix, on est perdant collectivement. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question humaine, sociale, sécuritaire. Parlez-en aux entreprises qui ont le mandat de favoriser l'insertion sur le marché du travail de personnes avec des limitations fonctionnelles. Certaines ont perdu des contrats d'entretien ménager du gouvernement l'hiver dernier, incapables de concurrencer des entreprises qui ne jouent pas ce rôle social. Parlez-en aussi aux camionneurs subissant la concurrence déloyale des chauffeurs Inc. qui font des morts sur nos routes. Poste Canada aurait accordé des contrats à des entreprises qui emploient ces chauffeurs au rabais. Son patron le dément, mais il s'est fait sérieusement rabrouer devant le comité permanent des transports de la Chambre des communes qui a dû le sommer à comparaître parce qu'il refusait de se présenter. Des contrats à bas prix, ça peut coûter des vies. Bien utilisés, les contrats publics peuvent être un formidable levier économique. Tout palier confondu, ils représentent près de 30 % des dépenses des administrations publiques et plus de 13 % du PIB. Pour le gouvernement du Québec seulement, on parle de 26 milliards de dollars par année selon la Fédération des chambres de commerce du Québec. Sauf que la règle du plus bas soumissionnaire décourage les entreprises qui ont des standards élevés de participer aux appels d'offres. Elles savent qu'elles se feront couper l'herbe sous le pied car elles cassent les prix. Les gouvernements se retrouvent alors avec moins de soumissionnaires, ce qui augmente l'utilisation de contrats de gré à gré, ce qui nuit à l'émergence de nouveaux concurrents. Un cercle vicieux. De plus, la loi du plus cheap favorise la collusion, comme l'a bien démontré la commission Charbonneau. Les entreprises malhonnêtes peuvent se partager les contrats en s'organisant entre elles pour ne pas soumissionner trop bas. D'autres fournisseurs mal intentionnés peuvent aussi soumissionner à des prix imbattables pour ensuite ajouter des extras, ce qui entraîne des litiges coûteux. Arrêtons de niveler par le bas. Mettons la loi du plus cheap à la poubelle. Inspirons-nous des donneurs d'ordre qui se concentrent sur le rapport qualité-prix. La France utilise une grille d'appel d'offres intelligente qui accorde des points pour différents critères. Par exemple, avec des critères pour réduire l'empreinte carbone, on peut stimuler l'achat local. Bon pour l'environnement, bon pour notre économie. Mais cela demande plus de réflexion. Les critères retenus doivent être robustes et objectifs. Sinon, on ouvre la porte au favoritisme et à la corruption. À la fin juin 2026, Québec a annoncé un virage. Désormais, le gouvernement souhaite que le tiers des contrats soit attribué en fonction de la qualité et de la valeur plutôt que du prix le plus bas. Cette stratégie est un pas dans la bonne direction, sur papier. En 2022, le gouvernement avait accouché d'une stratégie prometteuse qui a donné peu de résultats concrets. Près de 90 % des contrats sont encore attribués aux plus bas soumissionnaires. Cette fois, Québec promet de former 800 fonctionnaires pour transformer la culture administrative. C'est encourageant, mais on jugera l'arbre à ses fruits. La stratégie gouvernementale présentée à quelques mois des élections pourrait rester sur une tablette poussiéreuse à l'arrivée d'un nouveau gouvernement. On aimerait donc savoir ce que propose chacun des partis pour mesurer leur réelle volonté de changer les choses. On veut des bas prix, mais pas à tout prix. Le plus important, c'est d'en avoir pour notre argent. C'était La loi du plus cheap, ça nous coûte cher. Un éditorial de Stéphanie Grandmont, paru le 18 juillet 2026 dans la presse.
Pourquoi Trump voit-il des communistes partout? Un texte d'Alexandre Sirois paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Le saviez-vous? Les communistes sont de retour chez nos voisins du Sud. Où précisément se trouvent-ils? Vous l'aurez peut-être deviné, dans la réalité alternative où vivent Donald Trump et ses alliés. Ce retour du communisme, tel un épouvantail d'une autre époque, est flagrant dans leurs discours, et ils prennent un malin plaisir à ce qu'il en soit ainsi, de toute évidence. Le communisme est la menace la plus sérieuse pour notre pays depuis sa fondation il y a 250 ans, a soutenu le président américain à la fin du mois de juin 2026. Le contexte est important. Ils réagissent à la victoire, à New York, de 3 candidats qui avaient reçu le soutien du maire de la ville, Zohran Mamdani. 2 d'entre eux se qualifient de socialistes démocrates, à l'exemple du sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Ce sont des communistes, ce ne sont pas des sociodémocrates, a lancé Donald Trump. Ils veulent détruire complètement le mode de vie américain traditionnel. Depuis, tel un chien qui ronge un os, il n'a pas lâché le morceau. Mon collègue Yves Boisvert a fait remarquer que Donald Trump a évoqué le communisme 11 fois dans le discours qu'il a prononcé le 4 juillet pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance du pays. Le président n'est pas le seul à croire, dans le camp républicain, que brandir la menace communiste peut être politiquement rentable. Des journalistes du Washington Post viennent de révéler que l'utilisation du mot communiste dans les déclarations publiques des grands ténors de la droite aux États-Unis a bondi de 43% depuis 2025. Les statistiques sont aussi éloquentes que les attaques peuvent être brutales. De janvier à juin 2026, selon le quotidien américain, les élus républicains et influenceurs conservateurs ont utilisé les mots communisme ou communiste en moyenne 626 fois par semaine, notamment sur les réseaux sociaux et dans des balados. Ils l'avaient fait à 439 reprises au cours de la même période en 2025. Pourquoi le recours aux accusations de communisme est-il si populaire au sein de la droite américaine? Trump a besoin d'un ennemi. Il prospère lorsqu'il a un message très clair sur ce contre quoi il se bat et sur ceux qui s'opposent à lui, explique Matthew Dallek, professeur à l'Université George Washington. Trump a toujours mieux réussi politiquement au cours de la dernière décennie lorsqu'il était capable de rallier le mouvement MAGA, Make America Great Again, autour d'un ennemi. Et quel meilleur ennemi qu'un communiste de gauche? J'ai interviewé cet historien qui enseigne dans la capitale américaine parce qu'il est l'un des spécialistes de l'évolution du mouvement conservateur aux États-Unis. Il a notamment publié un livre sur le virage pris à l'époque de la première victoire du président Ronald Reagan en 1980. Les victoires de Zohran Mamdani à la mairie de New York et d'une poignée de socialistes démocrates lors de primaires vraiment importantes lui donnent donc un prétexte pour en rajouter dans la surenchère. D'autant plus que ces démocrates représentent une aile montante assez radicale qui s'oppose à l'establishment, précise le professeur. Pour lui, la menace la plus grave n'est pas Vladimir Poutine. Ce n'est pas la montée de la Chine comme puissance mondiale, dit cet expert au sujet de Donald Trump. C'est toujours l'ennemi de l'intérieur. C'est ce qu'il prétend être la menace numéro 1 pour le pays. La perspective historique est importante pour comprendre ce qui se cache derrière les attaques de Donald Trump et de ses alliés. Pendant la guerre froide, les communistes sur le sol américain étaient perçus comme des ennemis intérieurs. L'anticommunisme était synonyme d'américanisme. Si un politicien ou un citoyen voulait prouver sa bonne foi patriotique, il devait être anticommuniste, du moins dans la sphère politique. Pendant la guerre froide,
Il est devenu pratiquement impossible d'être communiste dans la vie publique, explique M. Dalek. La répression a été si vaste que le Parti communiste américain a été essentiellement démantelé. Les communistes ont été traqués et traduits en justice. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas communistes ont été étiquetés comme tels, qu'il s'agisse de militants des droits civiques ou d'Américains homosexuels travaillant pour le gouvernement fédéral, rappelle-t-il. J'ai aussi sollicité l'avis de Christophe Cloutier-Roy, chargé d'enseignement au département de sciences politiques de l'Université Laval. Il a fait son mémoire de maîtrise sur les discours anticommunistes pendant la guerre froide aux États-Unis. Il estime que si le terme communiste est utilisé plus souvent, c'est que le mot socialiste n'est plus aussi efficace qu'avant pour dénigrer les politiciens démocrates. Le succès populaire de Zoran Mamdani et de ses émules est indéniable, si bien que la perception d'une partie des électeurs est en train de changer. Il y a un appétit pour un autre type de politique, un autre type d'approche du gouvernement par rapport à l'économie, affirme l'universitaire. Le Washington Post a d'ailleurs cité un sondage effectué par le Pew Research Center en novembre dernier qui le confirme. La proportion des Américains ayant une opinion négative des politiciens qui s'identifient comme socialistes démocrates est passée depuis 2022 de 45 % à 37 %. Notons toutefois que la proportion des Américains qui disent avoir une opinion positive de ces politiciens n'est pas encore très élevée. Elle ne se chiffre qu'à 17 %. Est-ce que ces attaques pourraient jouer le rôle d'une bouée de sauvetage qui permettrait à Donald Trump de garder la tête hors de l'eau et d'éviter un cuisant revers à son parti lors des élections de mi-mandat le 3 novembre prochain? Christophe Cloutier-Roy émet des doutes quant à l'efficacité de la stratégie. On peut bien accuser les démocrates socialistes d'être des fous d'extrême gauche, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce que les gens captent présentement, dit-il. Je pense que ça va être difficile pour les républicains d'empêcher que ces élections-là soient essentiellement un référendum sur l'administration Trump et le parti. Il reste moins de 4 mois au président américain pour renverser la vapeur. Ce qu'on peut donc prédire sans crainte de se tromper, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la prétendue menace communiste. C'était « Pourquoi Trump voit-il des communistes partout ?» Un texte d'Alexandre Sirois paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Brossard résiste au vélo-partage. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir. Au cours des dernières années, Bixi a pris de l'expansion dans la région de Montréal en étendant notamment son territoire jusqu'à Deux-Montagnes et dans l'ouest de l'île de Montréal pour se connecter au réseau express métropolitain REM. Mais le vélo-partage n'a toujours pas réussi une percée à Brossard où le REM est pourtant implanté depuis plus de 3 ans. Yann Vallée, un résident de Greenfield Park à Longueuil, croit que les vélos en libre-service seraient bien utiles pour se rendre au REM. Les autobus qui passent toutes les 30 minutes rendent l'utilisation du transport en commun peu efficace. Ajoutez le vélo au cocktail de transport et c'est de 10 à 15 minutes d'épargner sur le navettage, explique-t-il. Fini aussi le stress de manquer son autobus au retour. Vous manquez votre bus ou vous rentrez tard alors que la ligne a une fréquence de passage d'1 heure? Pas de problème, il y a des vélos Bixi. Mais pour que le vélo-partage soit offert aux stations du REM, il faudrait que la ville de Brossard y consente, et ce n'est pas encore le cas. En avril 2023, la mairesse Doreen Assad disait vouloir évaluer les coûts et consulter ses citoyens avant d'implanter le vélo-partage. C'est sûr que notre objectif est de faire reconnaître Brossard comme une ville idéale pour le vélo, mais on ne veut pas que ça coûte trop cher, avait-elle déclaré au Courrier du Sud.
3 ans plus tard, le dossier ne semble guère avoir évolué. La ville de Brossard étudie actuellement la possibilité d'une implantation de Bixi, a indiqué par courriel la directrice des communications de la ville, Colette Ouellette. Les résultats de cette démarche permettront d'alimenter la réflexion du comité de mobilité durable qui déterminera s'il recommande aux élus d'aller de l'avant. Le cas échéant, le dossier pourrait être intégré au budget de 2027. Potentiel important. Joint par le Devoir, Bixi ne cache pas son intérêt pour Brossard, lequel est dû à la densité de sa population, à la présence du REM et au lien à créer avec le réseau existant de vélo-partage à Saint-Lambert et à Longueuil. Au cours des dernières années, Bixi a fait valoir à plusieurs reprises l'intérêt d'un déploiement à Brossard. À ce jour, la ville n'a toutefois pas souhaité aller de l'avant. A précisé l'organisme, qui soutient être ouvert à poursuivre les discussions avec les autorités municipales. Bixi souligne d'ailleurs que les villes peuvent bénéficier d'une aide gouvernementale pour l'acquisition d'équipements. Jean-François Roux, PDG de Vélo Québec, comprend mal la réticence de Brossard à l'égard du véloportage compte tenu du potentiel qu'offrent les stations du REM. Dans la région de Montréal, les stations Bixi les plus utilisées sont celles qui sont situées près des stations de transport en commun. À Longueuil, c'est la station de métro. À Montréal, c'est la station de métro Mont-Royal. À Mont-Royal, c'est la station du REM. Même chose à Laval. En fait, la combinaison vélo-partage et infrastructure lourde de transport en commun est vraiment efficace, explique-t-il. La position de Brossard est d'autant plus difficile à comprendre qu'un réseau Bixi s'est développé sur la rive sud, ajoute-t-il. Rappelons que le service Bixi est présent à Longueuil depuis 2012 et compte maintenant 74 stations et un peu plus de 700 vélos. Saint-Lambert, Sainte-Julie et Chambly ont aussi des vélos en libre service. Brossard n'aurait pas besoin de construire tout un réseau, il en existe déjà un à Longueuil. Il suffirait de mettre 2 ou 3 stations pour se connecter au REM. Il y a tellement de gains possibles que ça paraît logique de faire ça, soutient M. Roux. La question des coûts fait aussi sourciller Brossard. Bixi n'a pas voulu avancer de chiffres sans savoir combien de stations et de vélos seraient souhaités à Brossard. Pour sa part, la ville de Longueuil indique avoir dépensé un peu plus de 1,5 million de dollars en 2026 pour l'acquisition de 22 stations Bixi, soit 70 000 dollars par station, en plus des taxes et des frais d'exploitation. Brossard n'est peut-être pas encore prête pour le vélo-partage, mais en septembre 2026, cette ville accueillera l'élite mondiale du cyclisme avec la tenue des championnats du monde sur route UCI à Montréal en 2026. C'était « Brossard résiste au vélo-partage », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir.